Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire de sensibilisation dédié aux tiers-lieux. Vous êtes actuellement 35 participants, on attend d'autres personnes qui vont arriver au fur et à mesure. Donc on va commencer et ils nous rejoindront au fur et à mesure. Je vais couper ma caméra pour que voilà, ce soit plus lisible. Voilà, donc aujourd'hui, je vous propose donc juste un petit rappel sur le fait que vous pouvez renommer votre vignette pour qu'on vous identifie plus facilement, couper caméra, micro, poser vos questions dans l'espace de discussion et on enregistre bien sûr ce webinaire qui sera donc disponible en replay et vous aurez également le support. Donc Sandrine, n'hésitez pas à lui envoyer un message si vous avez un problème technique. Et puis, donc moi, je suis Valérie Renon, je vous présente ce webinaire aujourd'hui. Juste 2 mots sur Maceo. Nous sommes une association qui œuvre pour le développement du territoire sur un certain nombre de thématiques, dont l'économie circulaire, l'ingénierie financière et les tiers-lieux. Nous avons une 60aine d'adhérents. Aujourd'hui, je vous propose une approche très globale et donc de sensibilisation sur les tiers-lieux. Je vous propose aussi de vous aider à vous poser les bonnes questions sur une phase d'émergence et de réflexion. Et puis surtout, j'espère que vous aurez des questions et qu'on pourra échanger en fonction de vos expériences. Pourquoi ce webinaire aujourd'hui? Parce que nous sommes partenaires du programme Petite Ville de demain. Et dans ce cadre, nous réalisons des webinaires, des accompagnements individuels et des ateliers. Vous pouvez revoir sur notre chaîne YouTube les webinaires que nous avons déjà réalisés. Voilà, donc le programme du webinaire ce matin, tiens, le Quesaco, donc pour faire quoi, pour qui, l'intérêt pour mon territoire et les réseaux. Quelques exemples de freins et problématiques et j'espère que vous en aurez d'autres à discuter avec nous. Des conditions de réussite et qui peut vous aider. Et à la fin du document, vous aurez aussi des ressources documentaires que je vous proposerai. Voilà. Et je vous propose donc sur les 4 temps que je viens de vous présenter, à chaque fois quelques minutes d'échange pour répondre à vos questions et surtout votre retour d'expérience et en toute fin de webinaire, vos besoins pour un éventuel second webinaire. Voilà, et donc il y a pas mal de liens sur le document que je vous enverrai et que je vous présente maintenant. Donc, vous n'hésitez pas, quand vous l'aurez, à cliquer sur les liens. On n'aura pas le temps de le faire ce matin, mais n'hésitez pas. Voilà, on attaque donc la première partie de ce webinaire. Quesaco, pourquoi faire, quel intérêt, quel réseau. Un premier schéma pour vous montrer comment se positionne un tiers-lieu dans l'écosystème local. Donc, vous voyez, il s'intègre dans le système. Donc, il y a des interactions sociales. C'est un espace hybride. C'est un carrefour de communautés. Voilà, il y a une multiplicité d'acteurs qui peuvent interagir dans un tiers-lieu, des résidents, les habitants du bassin de vie, les acteurs économiques. C'est vraiment un lieu multiple. Un deuxième schéma, juste pour vous expliquer les différentes fonctions d'un tiers-lieu, avec une entrée territoriale, une entrée socio-professionnelle, une entrée économique, culturelle et sociologique. Mais on va développer tout ça. Hein. Donc là, c'était juste pour que vous puissiez visualiser ce qu'est un tiers-lieu. Je vous ai sélectionné, parce qu'il y en a des multiples, des définitions de tiers-lieu. En fait, il n'y a pas vraiment de définition officielle, donc je vous ai sélectionné 3 définitions. Une de la coopérative des tiers-lieux qui met l'accent sur la démarche du collectif d'acteurs avec un partage d'outils. Une autre définition de la revue Arcade qui insiste sur le fait que c'est un lieu intermédiaire entre la maison et l'entreprise, dédié à un collectif et surtout où on échange de façon informelle. Et une troisième définition du ministère de la Cohésion des Territoires qui insiste sur le faire ensemble et le fait de retisser des liens et aussi sur le fait que ces tiers-lieux contribuent au développement économique d'un territoire. Voilà, donc vous trouverez plein d'autres définitions, mais j'ai pris celle-ci qui me semblait assez significative.
Voilà, toujours sur le tiers-lieu, qu'est-ce que c'est? Voilà, donc notre société évolue, donc beaucoup de personnes souhaitent maintenant faire ensemble et partager davantage en dehors d'un cadre classique de bureau ou d'atelier. Le tiers-lieu et les autres aspects de la vie collective, là, il s'agit de participer à des moments conviviaux plus ou moins en lien avec son activité dans le tiers-lieu, à des événements artistiques ou culturels, on le verra tout à l'heure. Donc, la prise de repas en collectif aussi, ça fait partie d'un des incontournables du tiers-lieu. Les repas café, etc. Pourquoi pas la livraison de paniers bio. Bon, voilà, tout ça, ça construit la communauté. Ensuite, la spécificité de chaque tiers-lieu, en fait, c'est par exemple un tiers-lieu qui sera centré sur l'innovation, ou plutôt le social, ou plutôt le culturel, qui fonctionnera avec des bénévoles ou plutôt avec des animateurs. Voilà, c'est la communauté qui utilise le tiers-lieu qui définit ce tiers-lieu. Des rencontres informelles, toujours qui favorisent l'émergence de projets collectifs. En fait, l'objectif, c'est une stimulation du faire ensemble. Et enfin, des exemples d'usage. Donc, les tiers-lieux, en fait, ce sont des espaces qu'on appelle d'hyper-proximité, surtout en milieu rural. Donc, on y trouve donc, du coworking, télétravail, des lieux où on peut fabriquer, c'est ce qu'on appelle les makerspaces, des lieux où on peut innover, c'est ce qu'on appelle les Fab Labs, des lieux qui peuvent être engagés dans la transition écologique, des écolieux, des lieux où on peut réparer son vélo, etc. Et des lieux de lien social. Alors, je vous ai mis dans les 2 diapos qui suivent le résultat d'une enquête réalisée par la coopérative des tiers-lieux en 2019 et dans la diapositive suivante en 2020, qui vous représente le panorama des tiers-lieux en Nouvelle-Aquitaine. C'est pour vous donner un exemple, en fait, de ce que des tiers-lieux peuvent proposer. Donc, par exemple, vous voyez sur cette page que 23% des tiers-lieux en Nouvelle-Aquitaine en 2019 proposaient de la médiation numérique. Voilà. Ou 39% des tiers-lieux proposaient une offre artistique et culturelle. Voilà, c'est juste pour vous donner une vision voilà, de ce qu'on fait dans les tiers-lieux. Donc là, c'est l'enquête 2020 qui a un petit peu évolué. Donc sur, par exemple, résidence d'artistes, sur la Nouvelle-Aquitaine en 2020, 19% des tiers-lieux proposaient des activités de résidence d'artistes. Voilà, je vous laisserai regarder en détail tout ça. Alors, toujours les ACO, ces tiers-lieux. J'espère que ça commence à être un peu plus clair pour vous. Donc, pour avancer un petit peu dans la définition, donc ces tiers-lieux, pourquoi faire? Là, je vous ai mis trois grands items. Donc, accéder à la culture et au savoir, par exemple, sur des tiers-lieux qui font office de bibliothèques repensées, donc sur de nouveaux formats, ou de friches réhabilitées en lieux culturels. Pour travailler autrement, donc ça, c'est typiquement les espaces de télétravail, coworking, mais aussi des ateliers de réparation, de transformation, etc. Et pour accéder à des services publics, par exemple pour l'acculturation numérique, voilà, pour diversifier l'offre existante de services publics. Bien sûr, on ne se substitue pas aux services publics, mais on peut la diversifier en l'hébergeant dans un tiers-lieu. Je vous ai mis pour chacun de ces sujets un exemple. Alors, je ne vais pas trop les détailler parce que, en fait, j'ai beaucoup de contenu à vous présenter aujourd'hui. Mais quand vous aurez le support, vous pourrez cliquer. J'ai mis les liens à chaque fois. Hein, dans le support que vous recevrez, vous avez le lien sur le site de chaque exemple. Donc, pourquoi je vous ai mentionné la Grande Halle? Parce qu'en fait, la Grande Halle, c'est une friche reconvertie. Et ils ont dédié tout un étage du site à l'accueil de résidences artistiques ou à des séminaires et des formations. Donc, ça illustre bien le volet culturel. Sur la cocotte numérique, c'est un Fab Lab qui est ouvert à tout public avec une mise à disposition d'outils, machines-outils pilotés par ordinateur. Donc, vous verrez aussi en cliquant sur le lien.
Et sur la quincaillerie, en fait, c'est un tiers-lieu qui propose des ateliers collectifs autour des usages de l'ordinateur et du web. Donc, les ateliers vont de l'apprentissage des compétences de base, à l'accès à la dématérialisation, les démarches en ligne, etc. Voilà, donc c'est juste pour vous donner des exemples. Donc, pourquoi faire encore dans ces tiers-lieux? Contribuer, participer. Donc là, on rejoint toute la dynamique ESS, économie sociale et solidaire, et la participation citoyenne. Je pense qu'il y a un micro qui n'a pas été coupé. Et la génération du lien social. Donc là, on n'est plus sur des activités de café solidaire, etc., dans l'objectif de mixer les publics. Donc, deux exemples aussi. L'exemple du jardin d'Arvieux, enfin du village numérique d'Arvieux qui se situe dans un village de 800 habitants, je crois, de mémoire, qui a construit son tiers-lieu avec une stratégie participative à partir d'un diagnostic. En fait, ils ont mis en place un conseil villageois composé d'une dizaine de groupes thématiques et il y a environ une centaine d'habitants sur les 800 qui ont participé à la mise en place et qui ont contribué au projet. Voilà, donc ça c'est pour illustrer la participation citoyenne. Et sur le lien social, je vous ai mis l'exemple du Mazier à Bourbon-l'Archambault qui a installé dans son tiers-lieu un canapé pour permettre aux usagers de bavarder, de tricoter, etc., d'échanger sur des idées de projet en buvant un jus de fruits local, bien sûr. Voilà, donc pour qui? Pour qui? Pour plein de monde, des publics très variés, salariés, particuliers, artistes, associations. Donc, vous avez compris, les tiers-lieux peuvent héberger une multiplicité d'usagers. Alors, quel intérêt pour votre territoire, pour les collectivités qui sont présentes? Un premier sujet qui est la possibilité de regrouper dans un tiers-lieu des services publics de proximité. Alors là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un tiers-lieu ne peut pas se substituer au service public, mais il peut compléter l'offre. Donc, ça peut être intéressant pour un territoire d'accueillir dans un tiers-lieu de nouveaux services et de donner en même temps une lisibilité et de gérer une dynamique d'autant plus forte que le tiers-lieu hébergera d'autres activités. L'accès à des services innovants et outils partagés qui constituent de fait des éléments d'attractivité pour le territoire. Bon, le tiers-lieu est très clairement un élément d'attractivité. Facteur de cohésion sociale pour répondre à une forte demande actuelle qui est de resserrer et générer des liens et favoriser la mixité. Par exemple, comme je l'ai dit, je crois tout à l'heure, entre la population locale et les néo-ruraux ou entre les personnes âgées et les jeunes actifs. La fracture numérique, donc, bon, c'est assez évident qu'il y a une forte demande, notamment pour aider les personnes éloignées des pratiques numériques. Le développement de la participation citoyenne, forte demande exprimée aussi, et puis la mise en place de communautés de savoir. Ensuite, pour le territoire, booster la dynamique économique, donc par exemple, revitaliser des friches qui peuvent être transformées en tiers-lieux, je vous en ai déjà parlé tout à l'heure, en réutilisant des bâtiments et en repensant leurs usages. Donc, cette démarche, elle permet de concilier, par exemple, rationalisation de l'emprise foncière et en même temps, réduction de l'impact carbone en réutilisant, par exemple, des matériaux ou en utilisant des écomatériaux ou en réalisant des chantiers participatifs. Donc, cette revitalisation de friches, je pense qu'elle peut être très intéressante dans le cadre d'un tiers-lieu. C'est pour ça que je l'ai mis en premier. Donc, sur la dynamique économique, il y a évidemment aussi les modes de travail, les nouveaux modes de travail en milieu rural. Accueillir les nouvelles activités qui sont impulsées par les tiers-lieux, le maintien des actifs en zone rurale avec toute la dynamique économique qui en découle,
et la mobilisation des ressources locales, par exemple les ressources humaines et compétences, ou des matériaux locaux que vous pourriez réutiliser ou mobiliser dans le cadre de la reconversion d'une friche. Et pour finir, donc, l'intérêt pour mon territoire d'implanter un tiers-lieu, c'est aussi explorer le potentiel que représentent les thèmes porteurs de la société actuelle. Donc, vous les connaissez tous, hein, la transition écologique, le développement durable numérique, et puis l'apprentissage par la pratique et par le faire soi-même, qui est un courant assez fort actuellement. Voilà, j'espère que c'est encore une petite diapo sur des exemples de typologie de tiers-lieux pour que vous ayez peut-être une idée de ce qui différencie un tiers-lieu urbain d'un tiers-lieu rural. Donc, je vais commencer par les tiers-lieux urbains. Ce sont des exemples, hein. Donc, les tiers-lieux urbains sont parfois plus spécialisés sur des fonctions économiques comme incubateur, mise en réseau, coworking, télétravail, et moins sur des fonctions de revitalisation, sauf dans les très grandes villes, quand il s'agit d'un quartier où on installe un tiers-lieu pour mettre en place de nouveaux liens. Sur les tiers-lieux périurbains, on constate qu'ils offrent la possibilité de conserver les actifs sur le territoire et d'éviter les déplacements pendulaires qui ont pour conséquence la congestion du trafic et de la pollution. Et donc là, la numérisation de l'économie permet de rééquilibrer les déplacements et de redonner une certaine vitalité aux communes périphériques. Et sur le tiers-lieu rural, donc là, on constate souvent que le tiers-lieu ne cherche pas forcément à atteindre une forme de spécialisation, mais qu'il est plutôt là pour répondre à des besoins locaux de la population, des services de proximité, des activités d'intérêt général, le développement d'une communauté. Voilà, donc plutôt moins d'usagers, mais plus d'usages. Souvent, dans ces tiers-lieux, il est nécessaire que la collectivité, en tout cas au stade de l'émergence, apporte un soutien sous une forme ou sous une autre. Donc, ça peut être financier, un soutien financier, mais aussi une mise à disposition de bâtiments ou de ressources humaines. On constate aussi souvent que les modèles hybrides de gouvernance fonctionnent bien dans ces tiers-lieux ruraux. Voilà, donc ce sont des tiers-lieux qui participent vraiment à la revitalisation. Voilà. Alors, quelques exemples de réseaux. C'est vraiment des exemples, il y en a plein. Donc, j'en ai sélectionné 4 pour vous donner une idée de ce qui existe et de quelle manière ces réseaux peuvent vous aider à voir plus clair ou à développer votre tiers-lieu. Donc, j'ai sélectionné France Tiers-Lieu, qui est une association qui a pour objectif de structurer la filière tiers-lieu en France, donc qui peut vous aider, à mieux vous intégrer dans une démarche nationale, on va dire. La coopérative des tiers-lieux, qui a été initiée en Nouvelle-Aquitaine, mais qui intervient maintenant à l'échelle nationale, dont l'objet est de mailler le territoire en tiers-lieux et de favoriser leur durabilité. L'association, enfin le label Tiers-lieux Occitanie, qui a pour objet d'améliorer la visibilité de l'ensemble des tiers-lieux labellisés sur cette région-là, mais il y a peut-être des personnes aujourd'hui qui sont basées en Occitanie, et la compagnie des tiers-lieux, qui est initiée dans les Hauts-de-France et qui a pour but d'orienter les porteurs de projets. Voilà, donc j'étais un petit peu vite peut-être sur ce premier sujet, mais bon, j'avais quand même beaucoup de choses à dire. Et je vous propose maintenant, je vais quitter le plein écran, je vous propose de répondre à vos questions. Ça ne marche pas. Non. Donc du coup, Sandrine, je vais te solliciter parce que je n'arrive pas à quitter le plein écran, donc je n'ai pas accès au chat. Non, mais il n'y a pas de souci, je vais te lire les questions. Donc, j'ai Marilyn qui pose une question concernant les 3 catégories. Donc, je pense que c'est par rapport aux 3 types
tiers-lieux que tu as nommés. Elle demande quel est le seuil d'habitants pour différencier les 3 catégories. Maréline, si vous voulez compléter votre question, vous pouvez éventuellement prendre la parole, il n'y a pas de souci, il faut réactiver votre micro. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Vous Bonjour. m'entendez? Oui, Oui. très bien. Voilà, c'était par rapport effectivement les tiers-lieux en territoires ruraux, périurbains et urbains. Qu'est-ce qui différencie au niveau du nombre d'habitants, j'imagine, les 3 catégories? Oui, alors moi, je pense que c'est pas statistique, on va dire, hein. Je peux pas vous donner de réponse, voilà, c'est clair. Par contre, D'accord. on voit très bien, bon, vous êtes petite, a priori, vous êtes petite ville de demain, donc je crois que c'est moins de 20 000 habitants, D'accord. je crois, hein. Donc là, vous êtes soit périurbain, soit rural. Bon, selon la taille, si vous êtes 6 000 habitants, vous êtes plutôt rural, plutôt 20 000. Tout dépend en fait de l'endroit où vous vous situez. Si vous êtes très très près d'une grande ville, là, vous serez plutôt périurbain. Donc, je n'ai pas la réponse en fait sur le nombre, mais c'est globalement, voilà, on va dire que les tiers-lieux urbains, c'est plutôt dans les grandes villes, les périurbains, on va dire que c'est plutôt peut-être dans les villes moyennes ou dans les petites villes qui sont très très proches d'une grande ville, et puis le rural, c'est plutôt dans des plus petites villes. Donc, Et les petites villes de... mais je n'ai pas les éléments chiffrés en fait. D'accord. Et le programme, les petites villes de demain, c'est plutôt orienté sur les territoires ruraux? Alors, je crois, ne pas me tromper, mais je crois que ce sont des villes de moins de 20 000 habitants qui D'accord. ont qui ont un rôle de centralité. Ce sont les 2 critères essentiels. D'accord, je vous remercie. De rien. J'ai d'autres questions sur le chat. Une question de Valérie qui demande, alors Valérie, c'est CCV, communauté de communes, je ne sais pas lever à quoi ça correspond. Est-ce que l'on connaît la proportion de tiers-lieux initiés par le privé et la part initiée par le public? Alors non, je ne sais pas. Donc ça fait partie des questions, parce qu'il va y avoir des questions auxquelles je ne saurais pas vous répondre en direct. Et donc ça fait partie des questions sur lesquelles je vais faire des recherches pour vous apporter une réponse. Ok, derrière, en fait, bonjour, c'est donc Valérie Lessen et CCV, c'est Communauté de communes Chavanon, Combrailles et Volcan. D'accord. Et la question cachée derrière, donc j'entends bien que voilà, ça pourra être répondu plus tard. C'était aussi pour savoir, est-ce qu'on a un retour en fait sur finalement ce qui marche le mieux? Est-ce que quand c'est quelque chose qui est initié par une association ou par des habitants, etc., est-ce que finalement la mécanique se fait plus facilement que si c'est quelque chose qui est initié par le public? Alors moi, je dirais que d'après ce que j'ai pu observer, ce qui marche le mieux, c'est quand le tiers-lieu a été initié sur la base de besoins réellement identifiés et qu'il y a vraiment un portage fort, qu'il soit d'une collectivité ou d'un privé, pour aller dans le sens de la réponse à ces besoins. Et que la communauté, elle se construit autour de ses besoins et autour des usages. Donc, je ne suis pas certaine qu'on puisse dire c'est quand il y a une gouvernance hybride, public-privé, ou plutôt public, que ça fonctionne le mieux. Je pense que ça fonctionne bien quand, au départ, on a bien dimensionné les usages, bien réfléchi pour que le tiers-lieu ne soit pas une coquille vide, en fait. Ouais, bien diagnostiquer en fait les besoins locaux en fait avant de. Ouais. Oui. Et bien faire coïncider les besoins et les usages que vous prévoyez pour le tiers-lieu. Parce qu'il y a plein d'exemples de tiers-lieux portés par des privés qui fonctionnent bien, d'autres portés par des structures publiques qui fonctionnent bien aussi. Voilà. Alors, on constate quand même que souvent sur du portage privé, enfin, je vous en parlerai tout à l'heure, mais il y a souvent besoin au démarrage quand même d'un petit coup de pouce de la collectivité. Bon, je vous en ai déjà dit 2 mots, mais voilà. Donc, ce n'est pas la nature de la gouvernance, à mon avis, qui fait que le dialogue fonctionne bien. C'est la démarche en amont et puis la cohérence entre besoin et usage. Ok, je vous remercie. De rien. J'ai une autre question de Colline Saulier. Alors, Colline, peut-être que vous pouvez prendre la parole si vous le souhaitez, plutôt que je lise moi-même votre question. Oui, pas de souci. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, moi je me demandais, est-ce que vous auriez d'autres exemples de typologie de tiers-lieux en dehors de rural, périurbain, urbain,
comme il y a une grande multiplicité de possibilités, d'activités, etc., est-ce qu'il y a des typologies qui ont été élaborées en fonction de, je ne sais pas, de l'activité qui a lieu sur le site? Oui, alors, je pense que là, ça rejoint un petit peu ce que je vous ai présenté là, quand je vous présentais les thématiques, parce que, et puis quand je vous ai indiqué que, alors est-ce que je vais le retrouver? Bon, il y a ça aussi. En fait, oui, ça doit exister, hein, mais là, je ferai plutôt une recherche, donc inscrivez bien votre question dans le chat pour que je puisse avoir une trace. Mais moi, je vous ai mis cette typologie parce que je pensais que vous étiez une majorité de collectivités, que vous aviez, voilà, que ça pouvait être intéressant pour vous de voir quelle était la différence entre différents tiers-lieux territoriaux. Mais vous avez des tiers-lieux, on va dire thématiques. Je ne sais pas si je vais dans le sens de votre question, mais des tiers-lieux où il y a une prédominance culturelle ou plutôt une prédominance numérique, etc. Et donc, là, l'approche, elle est clairement, c'est une approche de spécialisation. Est-ce que c'est le sens de votre question ou pas? Oui, exactement, oui, c'est voilà. ça. Vous Donc, il y avez a un lien après. effectivement des tiers-lieux de spécialité, donc alors, j'ose espérer que c'est en identifiant les besoins hein, qu'ils ont choisi cette spécialité, où voilà, on décide que les tiers-lieux, ben, ils vont plutôt avoir une approche culturelle. Donc là, on va bâtir toute la communauté et tous les usages autour de cette thématique. Mais bon, il est quand même préférable d'avoir aussi d'autres petites thématiques autour. Mais j'insiste quand même sur le fait que sur le rural, souvent, il y a quand même un intérêt à aller sur du multithématique. Parce que pour avoir une masse critique, c'est parfois un petit peu difficile d'avoir une forte spécialité en milieu rural. Alors qu'en milieu urbain, ça sera peut-être plus facile. D'accord. Si je me fais bien comprendre, Oui, c'est aussi lié à la concentration de population. Hein, donc, voilà, en milieu rural, il y a une moins forte concentration, donc vous avez forcément une moins forte concentration d'usagers potentiels. Donc, vous avez peut-être intérêt à avoir plutôt une multiplicité d'usages, ou en tout cas au moins 2 ou 3 usages différents, plutôt qu'un seul usage. Mais après, c'est un choix. S'il s'avère que quand vous faites l'identification des besoins, eh ben, il s'avère que 95% des besoins, c'est sur une thématique, ben, vous avez intérêt à vous spécialiser sur cette thématique. D'accord, merci beaucoup. Voilà. Alors, je ne sais pas où on en est du timing. Pas du tout. Est-ce qu'il y a d'autres questions Il est 9h30, Valérie, et pour l'instant, je n'ai pas d'autres questions concernant cette première partie. De toute façon, vous pouvez toujours poser vos questions, on va les enregistrer et puis je répondrai, je vous enverrai un petit mail générique avec les réponses. Alors, j'ai juste Marie-Laure qui me demande, pourra-t-on avoir les réponses aux différentes questions? Donc, bien sûr, je lui ai répondu que nous ferons éventuellement un récapitulatif des questions qui ont été posées durant ce webinaire avec les réponses associées. Oui, oui. Voilà, parfait. Et donc, il est possible que je n'ai pas de réponse à vos questions, donc je vous le dirai à ce moment-là. Voilà, ce sera transmis à tout le monde comme ça. Voilà, oui, comme ça tout le monde aura. Bon, puis après alors, mon idée aussi, c'était qu'on échange sur vos retours d'expérience. S'il y a des personnes qui sont présentes aujourd'hui et qui, bon, peut-être ont déjà lancé un tiers-lieu ou qui sont déjà un petit peu avancées dans leur réflexion et puis qui ont un retour d'expérience à partager avec nous, n'hésitez pas. Voilà, donc on aura un prochain temps d'échange juste après cette partie-là. Donc, je me recoupe la vidéo. Donc, le deuxième temps que je voulais vous proposer concerne les freins et problématiques. Alors, j'ai identifié quelques freins ici, mais voilà, je compte bien sur vous tout à l'heure quand on échangera pour compléter, parce que bon, je suppose que vous avez aussi de votre côté identifié quelques freins et peut-être aussi des solutions. Alors, du côté, qu'est-ce qui se passe? Du côté des porteurs de projets privés, alors je reste en milieu rural, puisque voilà, j'ai pris cette optique dès le départ. Donc, du côté des porteurs privés, j'ai identifié 2 freins principaux. Le fait que parfois,
Ils ont du mal à identifier les compétences, les interlocuteurs, les actions des collectivités locales. Et donc là, l'intérêt, c'est de faciliter l'accès à cette connaissance en communiquant, vous, collectivité, en communiquant sur qui fait quoi, qui peut aider à telle étape du montage d'un projet, etc. Le deuxième frein que j'ai identifié, c'est bien sûr le problème du modèle économique, où il est assez fréquent que le tiers-lieu n'arrive pas à atteindre la masse critique suffisante pour générer des revenus qui permettraient de financer, par exemple, un poste d'animateur. Je vous en parlerai tout à l'heure, un poste d'animateur essentiel. Voilà, donc là, ce qui est préconisé, c'est de diversifier autant que possible les sources de revenus en organisant des formations, en proposant des prestations, ateliers de découverte, des prestations de domiciliation d'entreprise, de secrétariat mutualisé, l'organisation d'événements, de la restauration, etc. Donc, tout type de prestations qui peuvent rééquilibrer le modèle économique. Et puis, donc, je vous le disais un petit peu tout à l'heure, parfois, sur des portages privés, il s'avère nécessaire de faire des tiers-lieux hybrides. Alors, je ne sais pas ce qui se passe là avec mon écran, j'espère que vous voyez bien tout. Bon, vous voyez le bas de la page, oui, je pense. Oui. Oui. Moi, je ne le vois pas. De faire des tiers-lieux hybrides, c'est-à-dire avec une gouvernance partagée, public-privé, en tout cas au démarrage, ou un appui de la collectivité locale, sous forme de mise à disposition d'un local ou de mise à disposition de ressources humaines au démarrage. Voilà, donc ce que j'ai pu constater sur un portage privé. Sur un portage public, ce que j'ai pu constater, c'est parfois une tendance à réduire un tiers-lieu à un espace de télétravail ou un Fab Lab. Voilà. Et puis, parfois aussi un manque de connaissance de la pratique des tiers-lieux. Bon, dans certaines collectivités qui n'ont pas encore mis en place de tiers-lieux, bon, qui ne connaissent pas le mode de fonctionnement. C'est quand même un peu particulier, le fonctionnement du tiers-lieu, avec sa communauté, donc sur des choses un petit peu atypiques, avec une culture du libre qui n'est pas forcément, voilà, on ne connaît pas forcément de façon innée ce qu'est cette culture du libre. Voilà, donc ces deux freins peuvent conduire à sous-estimer le potentiel d'un tiers-lieu et donc à réduire son impact. Donc là, j'invite vraiment les collectivités à se documenter sur ce qu'est un tiers-lieu, sur cette fameuse culture du libre qui est très, très présente dans les tiers-lieux, et puis surtout à visiter des tiers-lieux pour bien s'imprégner du fonctionnement, à écouter des témoignages, échanger avec des porteurs, avec des collectivités qui ont mis en place des tiers-lieux, pour bien intégrer le concept, pour être bien à l'aise avec ce qu'est un tiers-lieu. Autre frein que j'ai pu identifier, parfois la concurrence de territoires de proximité qui ont mis en place des tiers-lieux. Donc, attention à bien réfléchir en amont à une complémentarité avec l'existant. C'est aussi important que l'identification des besoins. Et puis, parfois, un prix de l'immobilier professionnel très élevé. Puis, aussi une durée de mandature dans les collectivités qui ne coïncide pas forcément avec la durée de vie d'un tiers-lieu. Et puis, le fait souvent que plus les espaces sont loin des métropoles, plus ils sont fragiles et plus il faut se pencher sur la problématique du modèle économique. Donc là, l'une des solutions possibles, c'est d'inscrire le développement d'un tiers-lieu réellement dans la stratégie de territoire de la collectivité. Bien sûr, de ne pas négliger tout le potentiel social du tiers-lieu. Donc, je vous en ai parlé tout à l'heure, l'ESS, les liens sociaux, voilà, tout ça, ça peut vraiment faire vivre le tiers-lieu et puis apporter beaucoup de choses sur le territoire. Et puis, toujours maintenir une relation très étroite entre les acteurs économiques, le tiers-lieu, la collectivité, enfin, tout l'écosystème local. Voilà, donc cette séquence était un peu courte, mais je préférerais passer un peu de temps avec vous pour échanger sur ces sujets et peut-être identifier d'autres freins problématiques et peut-être aussi d'autres pistes de solutions.
Voilà, donc je vous laisse la parole. Et par l'intermédiaire de Sandrine, parce que je n'ai pas… Je n'ai pas de questions sur le chat. Après, si certaines personnes veulent prendre directement la parole, ce n'est pas un souci. Valérie, je vois que vous avez ouvert votre micro. Vous voulez intervenir? Oui, exactement. Moi, c'est une question, alors ce n'est pas un retour d'expérience parce que du coup, la collectivité se penche sur la création, enfin la réutilisation d'une friche en fait immobilière. C'est plus savoir un petit peu, enfin avoir un retour d'expérience sur la mixité. Est-ce qu'elle est, est-ce que ça fait partie des freins? Je ne sais pas trop comment formuler ma question. C'est-à-dire, on connaît aussi des tiers-lieux où finalement il y a comment dire, une bonne fréquentation je vais caricaturer, hein, une bonne fréquentation de néo-ruraux. Et que par contre, ce n'est pas des lieux qui fonctionnent forcément avec les locaux. Et je me demandais en fait quel retour on a par rapport à ça. Est-ce que finalement la majorité des tiers-lieux ont tendance à être vecteurs de mixité réelle, ou est-ce que une des problématiques à penser en amont, c'est justement d'essayer de ne pas faire noyau et de voilà, est-ce qu'il y a des solutions particulières ou en tout cas des retours d'expérience pour que la mayonnaise prenne mieux en fait? Je ne sais pas si j'ai été très claire. Si, c'est très clair. Alors, la réponse n'est pas facile parce que je pense que je vais aussi vous renvoyer à l'identification des besoins parce qu'en fait, comment se passe la mixité, on va dire, entre nouveaux arrivants, installés depuis longtemps, seniors, juniors, etc. Elle se passe simplement en proposant des usages qui peuvent réunir ces publics à un moment donné. Donc, quand vous allez identifier vos besoins, vous avez tout intérêt à n'oublier aucune tranche et aucune catégorie de population. C'est-à-dire, il va falloir penser à recueillir les besoins éventuels des seniors, peut-être aller voir quelques écoles, bien sûr les entreprises, toutes les associations, enfin toutes les associations. Et donc, c'est en interrogeant tous ces publics cibles que vous allez identifier des besoins mixtes et que vous allez ensuite faire de votre tiers-lieu un endroit où il y aura une vraie j'aime pas trop ce mot, enfin, où il y aura une vraie mixité des usagers. Parce que c'est difficile de vous dire voilà comment il faut faire. Enfin, si je peux vous dire qu'il faut un animateur, qu'il faut donc bien réfléchir aux besoins, avoir une gouvernance très souple et surtout bien toujours garder en tête qu'un tiers-lieu, il est évolutif. Il n'est pas figé. Là, on ne fige pas un tiers-lieu. Voilà, je crée mon tiers-lieu et pendant 10 ans, ça sera le même tiers-lieu. Non, il faut bien sûr toujours prendre en compte le fait que de nouveaux besoins peuvent émerger et donc faire évoluer votre communauté. Mais c'est tous ces aspects-là qui vont faire que vos publics, ils vont se mixer à l'intérieur du tiers-lieu. Il y a aussi l'animation qui est très importante pour ça. Parce que l'animation, j'en parlerai tout à l'heure, c'est pas uniquement faire en sorte que le tiers-lieu fonctionne bien sur le plan administratif, sur le plan technique. C'est aussi vraiment animer le tiers-lieu, proposer des choses, des ateliers, c'est faire vivre la communauté aussi. Donc, c'est tout ça, en fait, qui fait que les publics vont se mixer dans le tiers-lieu. Alors après, peut-être que, comme je le disais tout à l'heure, peut-être que du côté des seniors ou du côté des juniors, vous n'aurez pas forcément, dans votre identification des besoins, vous n'aurez pas des choses qui vont ressortir, mais peut-être qu'il faut les susciter en réservant une petite activité dans votre tiers-lieu au démarrage, je ne sais pas moi, un atelier intergénérationnel qui se déroule le mercredi autour de l'apprentissage, je ne sais pas moi, voilà, autour d'un apprentissage, peut-être que vous pouvez initier ça. Et puis ensuite, progressivement, si les gens viennent, vous voyez, vous pouvez développer ça. Et puis voilà. Merci. Je ne sais pas. Voilà, ouais. D'autres questions. Bonjour Valérie. Moi, j'avais une question, mais c'était très lié à ce que disait Valérie Descombrailles à l'instant par rapport à la mixité. Je me questionnais sur les porteurs de projets privés
je ne sais pas, par expérience, est-ce que tu as remarqué qu'il s'agissait plutôt de porteurs, des gens néo-ruraux? Moi, j'ai cette sensation-là que les gens qui côtoient les tiers-lieux ou qui les montent, ce sont plutôt des gens qui viennent s'installer à la campagne et qui ne sont pas forcément natifs du secteur. Donc voilà, c'était une question par rapport à ça, dans le complément de ce que disait l'autre Valérie tout à l'heure. Oui, alors effectivement, il y en a pas mal, des tiers-lieux en milieu rural qui sont initiés par ce qu'on appelle les néo-ruraux, ça c'est vrai. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi, moi j'ai vu aussi des exemples de tiers-lieux qui sont initiés par des associations qui sont implantées depuis très longtemps, donc ça aussi c'est du portage privé. Donc des associations qui sont très bien installées et puis qui trouvent que voilà, l'idée de tiers-lieu permettrait d'élargir davantage leur activité ou de répondre à un besoin qui n'est pas pourvu. Donc, je n'ai pas encore une fois de statistiques à te donner là-dessus, mais c'est vrai qu'il y a quand même un mouvement des, entre guillemets, néo-ruraux, parce que quand ils arrivent ou qu'ils reviennent sur un territoire qu'ils ont connu et sur lequel ils reviennent avec plaisir pour y créer une activité, c'est vrai que parfois, ça peut être un tiers-lieu. C'est vrai. Mais quand même, souvent, il y a quand même une attache entre le porteur privé et le territoire. Alors, ça peut être une attache ancienne ou nouvelle, ça peut être un lien familial ou autre, mais c'est vrai que quand même, souvent, j'ai pu constater qu'il y avait quand même un minimum d'attache avec le territoire. Ok, merci. De rien. Alors, si on n'a plus de questions… Si, moi j'aurais une question, si vous m'entendez, excusez-moi. C'est plus en termes d'argumentaire, d'entendre vos mots, parce que vous avez dit ne pas réduire le tiers-lieu à un espace de travail ou à un Fab Lab. Moi, c'est quelque chose que j'essaye un peu en vain de défendre auprès de mes élus. Et du coup, entendre votre réponse, vos mots pour votre force de discours, en gros, ça m'intéresse. Oui. Alors… Là, vous trouverez je vais aller un petit peu vite dans le déroulement, ça va vous donner mal à la tête, mais en fait, pour répondre à vos élus qui ont peut-être quelques doutes sur le fait qu'on peut mettre autre chose que du télétravail dans un tiers-lieu, ou en tout cas il faut vraiment travailler sur les premières diapositives que je vous ai montrées. Vous avez là, sur cette diapositive, un exemple très concret de ce que peuvent être les tiers-lieux. Donc ça pourra les conforter dans le fait que, bon, sur une région donnée, il y a quand même une très, très grande diversité d'usages. Ces diapositives-là, c'est quand même des argumentations pour démontrer qu'on peut faire plein d'autres choses que du coworking et du télétravail dans un tiers-lieu. Et je vous ai donné des liens. Donc là, quand vous allez aller sur ces liens, vous allez pouvoir leur montrer ces liens et leur montrer des exemples de tiers-lieux qui fonctionnent sur plein d'autres sujets. Et puis, j'en arrive à l'argumentation, l'intérêt pour mon territoire. Je ne sais pas si c'était aussi votre question, mais vous pouvez leur démontrer ce que ça leur apporte de mettre en place un tiers-lieu, ce que ça apporte au territoire en termes de dynamique. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, en partie, mais des exemples, moi j'ai essayé de leur en montrer et c'est plus qu'ils vont potentiellement me répondre oui, mais sur notre territoire, c'est différent. Alors, ils peuvent répondre ça, mais après, faites une enquête. Faites une enquête sur votre territoire, une petite enquête basique pour dire, voilà, si on montait un tiers-lieu, quel besoin, quels usages pour vous? Et puis, en fonction des résultats de l'enquête, vous pourrez leur démontrer soit qu'ils ont raison, soit qu'ils ont tort. Peut-être qu'ils disent ça parce qu'ils ont une analyse précise des besoins, peut-être, ou alors parce qu'ils n'ont pas l'idée d'autres usages. Peut-être qu'ils refusent, et dans ce cas-là, c'est la force de conviction. Je ne sais pas trop comment répondre mieux à votre question. Non, mais c'est très bien, mais c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on va faire d'ailleurs, un peu de programmation avec participation citoyenne, justement. Mais voilà, ils ne sont pas non plus fermés en plus, donc ils sauront entendre certaines choses. Merci beaucoup. Oui, organiser effectivement un échange avec un échange très grand public, ça peut permettre de débloquer la situation.
Voilà. Puis après, je vous en parlerai tout à l'heure, mais moi, je peux vous aider peut-être par le biais d'une ou deux réunions en visio à débloquer un petit peu la réflexion sur ce sujet. Alors, j'en étais où? Je ne sais plus du tout. J'en étais, je pense, là. Voilà. Alors, s'il n'y a plus de questions, je propose de passer au sujet suivant, c'est-à-dire les conditions de réussite. Là encore, ce n'est pas exhaustif, c'est des propositions, des exemples, et puis ça rejoint un petit peu ce que je vous ai déjà présenté, mais ça récapitule en gros ce qui me semble important pour que votre tiers-lieu soit mis en place dans de bonnes et développé dans de bonnes conditions. Donc, toujours partir des besoins, ça je vous l'ai dit, répété. On est bien sur le sujet clé. Vous avez un certain nombre de méthodes pour arriver pour atteindre cet objectif. Vous pouvez réaliser des enquêtes, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, aller à la rencontre des acteurs clés, identifier les manques, les complémentarités, etc. Voilà, donc ça, c'est le point clé. Le projet de territoire, je vous en ai parlé tout à l'heure, projet de territoire dans lequel le tiers-lieu s'inscrit. Donc ça, c'est vraiment très important. Démarche pas à pas, surtout ne pas figer les choses. Hein, le tiers-lieu est par nature évolutif. Donc, si vous imaginez un tiers-lieu qui couvre des besoins que vous avez identifiés année N plus 3, vous aurez certainement d'autres besoins. Donc, n'hésitez pas à refaire le tour, refaire des enquêtes, etc. Mobiliser les futurs utilisateurs, donc habitants, entreprises, salariés, associations, les services accueil aussi dans vos collectivités, les centres-bourgs, etc. Tout ce qui peut être source d'informations pour vous permettre de bien cerner les futurs usages de votre tiers-lieu. Et donc, mixer les usagers, on en a parlé tout à l'heure, hein, des activités, par exemple, pour les seniors et les jeunes publics, des moments de rencontre, des projets communs, pourquoi pas des ateliers de transmission de savoir, des choses comme ça. Voilà, donc ça, c'est bien un point essentiel. Sur ces besoins, je vous ai mis l'exemple de la Bobine à Tarare, qui est un tiers-lieu qui propose à la fois du coworking, de la conciergerie, du musée numérique, microfolie, agora, Fab Lab, salle de créativité. Donc, c'est très, très, très large comme usage. Il a ouvert en mars, le tiers-lieu a ouvert en mars 2021. Donc, je vous l'ai mis là parce qu'ils ont mis en place le tiers-lieu après avoir sondé les futurs usagers pendant 6 mois. Donc, c'était la population qui avait la possibilité de donner son avis. Donc, c'est vraiment une construction citoyenne. Là, je vous ai mis le lien aussi hein, pour aller voir ce que c'est que cette bobine. Deuxième condition de réussite, la qualité de la communauté. Là aussi, j'ai commencé à vous en parler. Donc, bien identifier les utilisateurs potentiels pour initier la communauté, en fait. Repérer les porteurs de projets pour commencer à mobiliser cette communauté, à mobiliser les acteurs clés. À chaque tiers-lieu, sa communauté, comme je vous l'ai dit, et plus elle est solide et plurielle, et mieux le tiers-lieu fonctionnera. Et toujours cette notion de démarche progressive voilà, et de prise en compte de l'écosystème. Donc là, je vous ai mis l'exemple de la quincaillerie qui propose du coworking, de la médiation numérique, du Fab Lab et qui héberge aussi le studio d'une radio associative locale. Excusez-moi. Donc, ce tiers-lieu a une communauté très variée. Vous voyez, ils font appel à des usagers en tant que bénévoles. Ils ont des permanences. Ils ont aussi un incubateur ESS, interréseau, intertiers-lieu et un réseau TELA. Voilà, donc là, ils ont une communauté très solide. Là aussi, vous pourrez aller voir le lien. Autre condition de réussite, la fonction d'animation dont je vous parlais tout à l'heure. Essentielle. C'est vraiment une fonction clé pour faire vivre, donc, bien sûr, tout l'aspect administratif et fonctionnement, mais aussi pour faire vivre au quotidien, pour organiser des animations, pour communiquer, parce que ce n'est pas parce que le tiers-lieu est ouvert qu'il ne faut pas communiquer sur ce tiers-lieu et aller à la pêche, toujours pour le faire évoluer, pour l'améliorer, en fait.
C'est peut-être aussi une démarche d'amélioration continue. Initier des échanges, donc fonction clé. Qui dit fonction clé dit professionnalisation, donc bien choisir l'animateur ou les animateurs, si vous avez les moyens d'en mettre plusieurs en place, quelqu'un qui sache ce que c'est qu'une dynamique d'animation, qui, bon, si possible, a un peu un ancrage territorial, donc connaisse bien l'écosystème, qui sache ce que c'est que travailler en partenariat, etc. Pour illustrer cette fonction d'animation, je vous ai mis l'exemple de l'atelier à Pélussin, qui organise chaque semaine une animation qui s'appelle la boîte à outils. Donc, c'est tantôt un atelier pour les porteurs de projets, tantôt un atelier sur une thématique économique, tantôt sur le numérique, etc. Donc ça contribue bien à animer le tiers-lieu. Et puis, autre exemple, celui de la quincaillerie, qui carrément a mis en place 3 ETP et demi pour assurer toute la coordination du tiers-lieu, bien sûr sur différentes fonctions, mais bon, là, ils ont vraiment mis les moyens pour que le tiers-lieu soit bien animé. La dynamique collective, bon, ben voilà, nous y revoilà. Nécessité vraiment de s'appuyer sur des valeurs partagées par l'ensemble de la communauté, de créer des liens réguliers avec tous les réseaux locaux, tous les acteurs locaux, si possible. Je vous en parlais tout à l'heure, hein, associations, éducation, entreprises, etc. Tout l'écosystème. Ensuite, de bien, si possible, imaginer des projets collectifs. Alors, j'avais vu l'exemple de jardins partagés autour de tiers-lieux. Donc, c'était dans un tiers-lieu très rural qui avait décidé de créer un espace jardin autour du tiers-lieu. Bon, il y a aussi les circuits locaux avec, pourquoi pas, la livraison de paniers dans le tiers-lieu qui peut générer, du flux de visiteurs, on va dire, et donc de futurs usagers. L'implication citoyenne, on en a parlé tout à l'heure. Et pourquoi pas des chantiers participatifs. Pourquoi pas chaque été rafraîchir la peinture, faire du mobilier en carton, hein, ou en bois. Voilà, donc c'est des choses qui permettent de consolider toute la dynamique collective de ces tiers-lieux. J'ai sélectionné pour illustrer cette dynamique le village d'Hervieux, dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc qui propose du coworking, qui héberge aussi une pépinière, des services publics, des services culturels et numériques et une salle de spectacle. Voilà, donc qui a construit, je vous l'ai expliqué, je crois, tout à l'heure, hein, le tiers-lieu construit avec une stratégie très participative, d'où une très bonne dynamique. Un lieu modulable et attractif, multiplicité des usages. Donc le tiers-lieu, je le rappelle, n'est pas figé. Même, il doit évoluer, il doit s'adapter. Mais enfin, la communauté, c'est pas forcément à la gouvernance de tout faire. Hein. La communauté elle-même, elle va initier des nouveaux usages et faire ressortir, faire émerger les nouveaux besoins. Donc tout ça, on va dire, c'est un cercle vertueux. Voilà, bien penser aux possibilités d'expérimenter, donc de ne pas formater ou terminer. Pourquoi ne pas avoir un tiers-lieu lorsque vous l'ouvrez qui n'est pas complètement terminé, pour permettre aux usagers de se l'approprier en l'aménageant, en finalisant l'aménagement. Voilà. Et faire participer les habitants. Là, 2 exemples sur cet aspect modulable et attractif. La capsule à Grenoble, qui a réalisé l'installation dans des nouveaux locaux avec un chantier participatif. Je vous ai mis le lien vers un article qui explique tout ça. Et les locaux côtiers à Humbert, qui, là aussi, va mettre en place 4 chantiers écoles participatifs pour la réhabilitation d'un bâtiment qui va héberger le futur tiers-lieu. Voilà, je crois que c'est la dernière. Non, ce n'est pas la dernière diapo. Une organisation souple. L'idéal, c'est de pouvoir mettre des horaires assez flexibles et atypiques
pour bien coller aux besoins. Et voilà, une organisation évolutive, comme je vous l'ai déjà dit. Sur le modèle économique, donc diversification des sources de financement, et puis une consolidation progressive. Rien ne vous empêche de commencer petit, et puis progressivement, au fur et à mesure que vos services sont reconnus et appréciés, d'élargir votre offre. Et là, je vous ai mis l'exemple du Mazier à Bourbon-Archambault avec du personnel, mais aussi des bénévoles. 45 heures d'ouverture par semaine et un modèle économique hybride avec des fonds propres, des prêts, un apport associatif, des fonds publics et du mécénat. Une gouvernance partagée évolutive, je vous en ai parlé aussi, donc je ne vais pas trop insister là-dessus. Démarche progressive, une interaction avec les territoires. Et l'intérêt toujours d'échanger avec le Donc là, je vous ai mis l'exemple de la cocotte numérique avec une démarche sur une dizaine d'années. Donc, ils ont commencé petit, on va dire, et puis progressivement, ils ont construit le tiers-lieu par étapes en rajoutant à chaque fois de nouveaux usages. Et puis, la bobine à Tarare avec une vraie stratégie de développement dans laquelle était intégrée la mise en place de plusieurs tiers-lieux, d'ailleurs, sur la collectivité. Voilà, donc je vous propose d'échanger sur ce sujet. Est-ce que vous avez des questions? Je ne vous entends pas. Il n'y a pas de questions via le chat. Personne. Ah si, Valérie Paquisi a ouvert. Oui, bonjour. Donc moi, je suis adjointe à la mairie de Vexin-sur-Epte dans l'Eure. Et en fait, j'aurais une question. Donc, j'ai bien compris l'importance du programme du tiers-lieu, qu'il fallait garder un côté évolutif. Mais après, concrètement, sur le plan architectural, quand on n'a pas un terrain vague ou un lieu énorme à restructurer, est-ce qu'on peut partir d'un petit lieu, sachant que si on doit conserver le côté évolutif, il faut pouvoir l'agrandir à un moment donné. Enfin, moi, alors, je comprends bien le côté théorique. Maintenant, sur le côté terrain, est-ce que vous avez un retour d'expérience? Est-ce que tous ces tiers-lieux qui se sont montés sont partis d'un grand espace qu'ils ont dû restructurer et adapter en fait aux usages qu'ils voulaient voir dedans? Ou est-ce que certains sont partis d'un petit lieu, je dis n'importe quoi, une ancienne salle des fêtes, et qui se sont agrandis au fur et à mesure? Oui. Je ne sais pas si c'est un peu clair. C'est très clair. Bonjour, Madame Pagési. C'est très clair. En fait, en milieu rural, il y a deux types de tiers-lieux. Hein. Il y a ceux qui sont vraiment en hypercentre, hein, en centre-bourg, enfin en centre-ville. Et effectivement, là, c'est assez contraint au niveau de l'espace. Donc, souvent, ce sont des lieux qui s'installent pour commencer dans un local qui est mis à disposition, enfin, qui est disponible. Et puis, au fur et à mesure que le tiers-lieu se développe, eh bien, le tiers-lieu déménage. Ou alors, il y a une réserve foncière et il peut se développer à côté, etc. Ou alors, des tiers-lieux qui sont hors du centre-ville ou du centre-bourg et qui, là, disposent d'une réserve dès le départ. Et il y a aussi, c'est vrai que déménager un tiers-lieu, ben, c'est un coût, hein, je comprends bien, mais c'est difficile sur un tiers-lieu de dimensionner dès le départ et de ne pas prendre en compte l'évolution. Ou alors, on dit, ben voilà, ce tiers-lieu, on va le dédier à ça, on le localise en centre-bourg, il n'y a pas de réserve foncière, mais s'il y a une autre demande, on ouvre un autre lieu et on conserve le premier. Et donc, ça fait des tiers-lieux multisites, ça existe, hein, dans une même ville, plusieurs endroits de tiers-lieux avec différents usages. C'est peut-être moins compliqué que de déménager tout un tiers-lieu. Bon, mais c'est vrai que ce n'est pas forcément à coût zéro, et puis c'est peut-être un peu compliqué à gérer, je le conçois pour une collectivité.
Mais bon, ça ne se fait pas non plus dans l'année qui suit. Hein. C'est quand même Oui, je me doute. long. C'est-à-dire que c'est vrai que si on peut réutiliser un petit lieu, bon, je dirais, on peut effectivement démarrer petit, parce que sinon, ça engendre quand même des coûts quand même importants pour la commune, bon, sauf peut-être si on part avec un porteur privé. Là, après, je ne sais pas comment ça peut s'articuler, mais c'est vrai qu'au niveau des coûts, voilà, ça me paraît vraiment énorme. Et c'est vrai Oui. qu'en tout cas, pour Vexin-sur-Epte, je pense que la solution sera peut-être de commencer petit et puis de voir ce que ça peut donner et d'avoir effectivement un tiers-lieu multisite. Enfin bon, Oui. on continuera la réflexion. Alors, vous pourrez aller voir la cocotte numérique. Hein, je vous l'ai remis à l'écran. Eux, ils ont fait leur processus sur une dizaine d'années. Et puis, voilà. Donc, et puis imaginons une ville, une petite ville de demain, on va dire, qui a plusieurs locaux en centre-ville. Mettons que ce soit des locaux qui aient un petit peu de caractère. Hein. Donc, ça peut être aussi très sympa d'ouvrir plusieurs sites, ou en même temps ou successivement, peu importe, parce que ça permet d'animer à plusieurs endroits de la ville. Et puis, ça donne une multiplicité d'usages. Encore une fois, je suis bien consciente des coûts que ça représente, mais voilà, je pense que toutes les options sont possibles. Le tout est de te coller à la demande et puis de voir, bien sûr, en fonction de vos budgets et de vos possibilités. Très bien, je vous remercie. De rien. J'ai Marilyn Namiste qui a une petite question, Valérie, concernant les tiers-lieux itinérants. Donc, voilà, on entend parfois parler de tiers-lieux itinérants. Avez-vous des retours sur le sujet? Alors, je n'en ai pas. Je sais que c'est des choses je n'en connais pas en fait, mais j'en ai entendu parler. Donc, des tiers-lieux qui se déplacent, par exemple, dans une commune. Non, j'ai pas de retour. J'en ai entendu parler, notamment sur un territoire que j'accompagne par ailleurs, mais je n'ai pas d'expérience ni de retour sur ce sujet. Alors, je ne sais pas si quelqu'un parmi les participants a un retour sur ce sujet, a déjà expérimenté ce type de tiers-lieu. Oui, je peux peut-être en parler pour la petite ville de demain à Hesdin. Volontiers, oui. Où nous avons un tiers-lieu qui est la coopérative numérique des Sept Vallées, donc initialement portée par la communauté de communes, et avec laquelle la petite ville de demain d'Hesdin a embrayé en nous hébergeant dans des locaux temporaires en attendant une installation près de la gare. Et du fait du maillage avec la communauté de communes, on a commencé à tester l'itinérance pour des activités, des ateliers dans le cadre de notre Game Lab. On a trois laboratoires qui structurent nos ateliers pour faire la médiation numérique ludique et des perspectives d'emploi derrière et d'empowerment. Et donc, dans le cadre du Game Lab, on a commencé à circuler à travers les 7 vallées dans le Pas-de-Calais et à proposer aux jeunes des pratiques numériques vers l'e-sport ou la modification de jeux et une espèce d'appel d'air pour créer des communautés autour du jeu et aller peut-être au-delà en devenant concepteur de jeux vidéo, puisqu'on est près de Lille et qu'il y a une belle communauté, beaucoup d'activités là-bas. Donc, on a commencé l'itinérance, ce qui n'est pas si évident parce que sur 69 communes, quand on se trouve dans une commune, bah, ça fait grincer des dents. Donc, il y a un effet de nombre qui est à gérer. Et puis, qui le décide, idéalement, ça devrait être vraiment collégial au niveau de l'intercommunalité, mais ce n'est pas si évident. Et finalement, quand c'est des décisions qui sont prises sans qu'ils soient concernés, il y a ceux qui s'en fichent, ceux qui trouvent ça vraiment très bien et qui voudraient l'avoir. Et puis ceux qui disent, ah oui, mais nous, c'est nous qui payons le loyer comme Hesdin. C'est surtout une activité sur Hesdin. Enfin voilà. Sinon, l'itinérance, c'est sympa. On va aussi dans un musée sur un champ de bataille dans la ville d'Azincourt pour s'immerger dans des jeux historiques. Donc voilà un petit peu comment on envisage l'itinérance. Puis après, des services de conciergerie avec un SAMU numérique d'urgence avec un fonds de la CAF qui est un fonds, une dotation pour des ordinateurs, et nos conseillers numériques d'État, France Service, sont
à disposition pour installer le matériel en cas de difficulté chez des personnes que nous envoient les services sociaux, nos partenaires. Et puis, on installe le matériel et on les aide sur les modalités. Ça peut être une poursuite pédagogique pour des scolaires. Ça peut même être un artisan qui tombe en panne sur son outil et qui ne peut pas le changer tout de suite. Enfin, voilà. Donc, c'est quelques exemples où on veut vraiment sortir des murs, puisque de toute façon, on est porté par la communauté de communes. Voilà. Très intéressant, merci. Est-ce qu'il y a Merci. des réactions par rapport à ce témoignage, des questions? Je noterai peut-être Monsieur Pires, hein, c'est ça? Si vous voulez bien, dans la liste des questions, alors est-ce que je pourrais mettre votre adresse email ou qu'est-ce que je peux mettre pour que les gens puissent éventuellement échanger avec vous après ce webinaire? Oui, c'est la coopérative numérique des 7 vallées. Je la trouverai parce que vous nous avez donné votre adresse email en vous inscrivant, mais est-ce que vous êtes d'accord pour que je mette votre adresse email dans la liste des questions? Ah oui, avec plaisir, oui, bien sûr. Ok, comme ça, les personnes qui sont intéressées pourront vous appeler, vous contacter. Oui, tout à fait. Très, très ouvert à ces échanges. On est résolument dans l'économie sociale et solidaire et donc aussi dans les communs. Donc, tout ce qu'on peut partager, c'est parfait. D'accord, ok, super. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, donc s'il n'y a pas d'autres questions, je propose de continuer parce que je ne sais pas quelle heure il est, mais l'heure avance. N'hésitez pas de toute façon à poser des questions sur le chat, hein, même si on ne répond pas en direct. Alors, où je suis? Là. Alors, là, on attaque la partie plus informative. Hein, donc j'ai recensé pour vous quelques exemples d'accompagnement public et privé. Bon, ce n'est pas exhaustif, mais bon, ça vous donne un petit peu voilà, une idée des structures qui peuvent vous appuyer. Donc, France Tiers-Lieux, que vous connaissez peut-être déjà, association qui a été créée pour structurer, pour aider au développement et à l'émergence de tiers-lieux partout en France. Donc, à chaque fois, je vous ai mis le lien sur le logo pour que vous puissiez creuser un peu sur chaque structure. Nouveaux lieux, nouveaux liens. Donc, ça, c'est un programme interministériel qui a pour objectif de favoriser le maillage, voilà, donner des moyens, faciliter la professionnalisation et qui a mis en place un portail pour les acteurs publics qui permet de trouver une aide, d'échanger, etc. Et notamment via une plateforme hyperlien avec des reportages sur des tiers-lieux. France Relance, donc c'est un dispositif qui n'est pas dédié aux tiers-lieux, mais dans lequel il peut y avoir des aides financières que vous pourriez affecter aux tiers-lieux. Et la Banque des Territoires, bon, que vous connaissez sans doute, qui peut également vous accompagner. Je vous ai mis Aide Territoire parce que c'est une plateforme publique, mais tout récemment, ils ont mis en place une nouvelle plateforme qui permet, en créant un compte, donc vous avez un tutoriel, je vous ai mis le lien vers le tutoriel, donc vous pouvez créer un compte, sauvegarder vos éléments autour d'un projet, etc., et puis échanger, mutualiser, etc. Et vous avez aussi des webinaires thématiques sur cette plateforme. Ça peut être intéressant pour vous sur des aides financières et en ingénierie. Ce n'est pas dédié au tiers-lieu, mais il peut y avoir des choses intéressantes pour vous. Je vous ai mis juste pour info, parce que malheureusement, c'est terminé, 2 accompagnements qui avaient été mis en place sur les fabriques de territoire et les fabriques numériques. Et puis là, on arrive à de l'accompagnement privé à la mise en œuvre de tiers-lieux. Encore une fois, c'est une sélection. Je n'ai pas d'action dans aucune de ces structures, mais bon, il m'a semblé qu'elles étaient intéressantes. La foncière éthique, qui peut vous aider à concevoir votre tiers-lieu, mais qui est plus dédié, enfin, mais il n'y a pas de mais qui est plus dédié à l'économie sociale et solidaire. Campus des tiers-lieux, qui est donc une structure qui a une démarche très, très complète sur les tiers-lieux, qui pourra vous accompagner aussi sur la mise en œuvre. Imagination fertile,
accompagnement dans la démarche de création de tiers-lieux, la coopérative des tiers-lieux qui a été initiée en Nouvelle-Aquitaine, mais qui propose une formation très intéressante qui s'appelle Piloter un tiers-lieu dans différentes régions en France. Donc, vous en avez peut-être une pas loin de chez vous, pour des lieux en phase de création, de développement ou de repositionnement. Donc, je pense que ça peut être voilà, un support intéressant pour vous. Tactis, qui accompagne les collectivités dans la création de tiers-lieux, et Fab Lab en kit, qui fournit des solutions clés en main de Fab Lab et de Makerspace. Voilà. Donc, c'est une petite sélection, on va dire, sans prétention. Je vous ai quand même mis ce que Maceo peut faire aussi pour des petites villes de demain. C'est-à-dire qu'on peut travailler avec vous sur 3 ou 4 séances de 2 heures pour vous aider à bien poser le sujet, à bien commencer à réfléchir au sujet du tiers-lieu si les choses sont un petit peu trop floues pour vous. Donc, c'est des séances en visio, des échanges interactifs sur 3 grandes thématiques. Où en êtes-vous? Votre état des lieux, comment on fait pour identifier les besoins et les usages. Voilà. Donc, en général, avec un petit groupe de personnes. Et enfin, l'aspect ressources documentaires. Donc, je vous ai mis là un certain nombre de documents qui peuvent, bien sûr, parfois sont un petit peu gros, mais bon, qui sont importants pour votre culture du tiers-lieu. Un guide méthodo très bien fait, très complet de Famille Rurale et la coopérative des tiers-lieux sur comment créer un lien rural. Sur chaque titre, je vous ai mis le lien pour télécharger le document. Créer un tiers-lieu, comment se lancer quand on n'y connaît rien, voilà, ça c'est clair. Les tiers-lieux au service du développement des territoires ruraux, c'est un document édité par la Banque des territoires. Les tiers-lieux en milieu rural, catalyseur du développement local. Donc ça, c'est peut-être un élément de réponse pour la dame tout à l'heure qui avait un petit peu de mal à convaincre ces élus d'aller vers autre chose que le coworking. Les cahiers du labo, édités par la coopérative des tiers-lieux. Un petit article sur Tout le monde veut son tiers-lieu et un MOOC, donc une formation sur comment créer un tiers-lieu en milieu rural, édité par Famille Rurale. Je vous ai mis aussi des fiches que Maceo a réalisées sur 5 tiers-lieux. Ce sont des fiches retour d'expérience. Voilà, je vous ai mis le lien pour télécharger ces fiches. Elles sont sur notre site internet. Et voilà, donc on arrive à la dernière phase de notre échange avec vos questions, si vous n'êtes pas épuisés. Voilà, je vous écoute. Il n'y a pas de questions dans le chat, en tout cas. Juste des informations de certains participants, mais ce ne sont pas des questions directes. D'accord. Est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent intervenir en direct ou pas sur ce dernier sujet? Bon, sachant que c'était plutôt là des éléments pour vous permettre d'approfondir le sujet. Donc, je ne sais pas si... par contre, moi, j'aimerais bien avoir votre... Non, je vous enverrai un questionnaire pour voir si vous avez été satisfait de ce que vous avez entendu, voilà, si ce webinaire a répondu à vos attentes. Et j'aimerais bien avoir vos retours sur un éventuel second webinaire pour aller plus loin. Donc, s'il y a des personnes qui souhaitent s'exprimer là-dessus, ou sinon, elles pourront le faire via le questionnaire de satisfaction. Il y a des remarques, des questions, des souhaits, des besoins? Oui, moi je voulais dire, j'ai trouvé très intéressant votre l'intervention là, mais c'était quand même assez axé pour des communes ou des villes assez grandes et pas pour les tout petits villages qui peuvent avoir aussi besoin d'un tiers-lieu. Nous, on est une commune de 300 habitants. Et bon, on a monté un tiers-lieu, si on peut l'appeler tiers-lieu, je ne sais pas si vous le définiriez comme ça, où on a une épicerie associative, un bar associatif, un dépôt de panier avec un drive, et on va mettre l'agence postale, et on a aussi un bus des services qui passe. Et je trouve que vous ne l'avez pas développé, alors que les petites communes peuvent très bien aussi
créer du lien, puisqu'on est en milieu rural, les gens peinent à se rencontrer. Oui, alors j'ai pas, comment dire, effectivement, c'est une présentation de sensibilisation assez générale qui s'adressait effectivement aux petites villes de demain. Alors, ça peut peut-être vous paraître un petit peu disproportionné ce que j'ai présenté, mais bon, c'est assez difficile de mettre le curseur au bon endroit entre des villes de 300 habitants et des villes de 20 000 habitants. Tout à Mais fait. vous avez l'exemple que j'ai pris tout à l'heure, qui est le village d'Hervieux de 800 habitants. Donc, je recommande aux autres personnes que vous, puisque vous avez déjà expérimenté la chose, mais de s'inspirer de cet exemple. Et effectivement, sur une commune petite comme la vôtre, je trouve que vous avez déjà bien compris le concept, avec voilà, un espace qui regroupe des services sans doute qui n'étaient pas trop bien organisés sur votre territoire, et que vous avez pu regrouper pour générer une petite dynamique déjà, hein, oui, et des liens. Oui. Oui, tout à fait. Et je trouve que vous avez raison d'insister, de partir vraiment des besoins de la population. Il faut vraiment faire une enquête sur qu'est-ce que les gens autour veulent. Et nous, il y a quelqu'un qui parlait beaucoup des néo-ruraux, mais en fait, les gens du pays sont très intéressés aussi pour développer des choses, et d'arriver à mélanger toutes les populations, c'est vraiment très important. Oui. C'est intéressant que vous nous parliez de votre expérience, parce qu'elle est peut-être un peu atypique. C'est donc un portage par la collectivité uniquement, ou c'est un peu mixte comme portage? C'est mixte, puisque l'enquête publique a été lancée par la commune, mais après, suite à cette enquête publique, c'est une association qui a repris le projet. Et la commune met le bâtiment à disposition, et c'est une association qui gère tout ça. Oui, voilà. Donc, c'est vraiment une gouvernance mixte avec la collectivité qui met à disposition des locaux et une association qui assure la gestion, en quelque sorte, hein. Tout à fait. Oui. Et tout ça qu'avec des bénévoles, parce qu'il n'y a pas les moyens d'embaucher quelqu'un. Oui, oui. Et c'est un local qui se situe vraiment dans le centre? Oui, c'est dans le centre-bourg. Et donc, pour notre commune qui a 300 habitants, on a entre 30 et 40 bénévoles qui viennent pour faire fonctionner le lieu. Oui, très bien. Belle réussite. Merci. Bon, je ne sais pas si parmi les participants, il y a des personnes qui voudraient échanger. Madame Blouin, est-ce que je peux aussi mettre votre adresse email dans la liste des questions que j'enverrai? Oui, il n'y a pas de problème. Okay, voilà, parce que ça peut être important pour les personnes qui veulent vous poser des questions. Parmi les sujets, si je peux me permettre, qui m'obsèdent un peu pour un prochain webinaire ou une intervention, c'est les difficultés de mobilisation de bénévoles et qui se retrouvent chez nos partenaires dans les offices de jeunesse, etc. Et c'est un véritable problème. Donc, on essaye d'hybrider des opérations pour suppléer ça, mais il y a vraiment un problème. Le tiers-lieu ayant vocation à créer des communautés, mais les communautés étant composées d'individus qui sont de moins en moins. Il y a eu les confinements en plus, ça n'a pas été évident. Mais donc, il y a cette problématique-là qui fait que j'ai l'impression qu'on est un petit peu des boîtes magiques, extraordinaires, mais dont les gens se tiennent à distance. Je le vois dans surtout nos publics, hein, dans le gaming, ou les sujets domotique, robotique, ou les médias, Media Lab. C'est pas évident d'avoir. Alors, les gens sur le papier, sur les réseaux sociaux, c'est super formidable. Mais après, avoir la participation, c'est pas si évident. Donc là, voilà, pour moi, c'est un vrai chantier de réflexion, et il y a une vocation sociale évidente de créer du lien. C'est vraiment l'objet de nouveaux lieux, nouveaux liens, si j'ai bien compris, Oui. de faire que les tiers-lieux ne soient pas que des dispositifs un peu étendards, vaisseau amiral d'une initiative territoriale, mais vraiment
un lieu pour vivre. Et là, je pense que les acteurs locaux, les partenaires possibles, sont pas suffisamment, c'est pas tant peut-être sur les tiers-lieux, mais sur l'ensemble des partenaires, des comités stratégiques ou des opérations communes qui peuvent permettre de dire, bon, on mutualise les moyens, on mutualise la communication, et puis on essaye de faire plutôt ensemble pour faire un effet de masse, plutôt que de faire chacun dans notre coin et de reproduire. Par exemple, sur les collectivités qui ont bénéficié avec le confinement d'aides assez extraordinaires en termes matériels et qui, au lieu de s'appuyer sur les EPN existants ou sur les médiateurs numériques, ont créé des petits clubs informatiques locaux. Et donc, c'est une dispersion de moyens, une dispersion de communication. Donc, c'est un petit peu dommage. Comment on peut faire pour essayer d'organiser les choses pour que les tiers-lieux marchent à plein de ce qu'ils pourraient? Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, alors ce n'est même pas une impression, on n'y est pas. Oui, alors, tout à l'heure, vous avez parlé de… Je voudrais juste que vous précisiez ce que vous entendez par mobilisation des personnes. Est-ce que c'est mobilisation dans le sens de Les deux. utilisateurs usagers ou dans le sens de bénévolat pour faire fonctionner les deux, d'accord. Les deux. Donc, c'est usager et, on va dire, animateur, enfin, pas animateur, mais et bénévole, on va dire. Bénévole ou… Ouais, c'est ça, bénévole. Oui, c'est ça, oui. Bah, les gens après ont peut-être plein d'autres choses à faire, et puis des réticences. Parfois, c'est des inhibitions, et donc justement, c'est une belle victoire quand on lève ces inhibitions, encore aussi à montrer à quelqu'un qu'il est… on est dans les méthodes pédagogiques modernes et dans des expérimentations, on n'est pas du tout dans de la formation. Nos ateliers ont vocation à permettre d'essayer, d'expérimenter. Et donc, les gens ne sont pas… Oui, il y a ces craintes de ne pas être au niveau. Enfin, voilà, donc il y a toute une communication à faire sur le vivre ensemble, le apprendre ensemble, le essayer ensemble. Entre nous, on parle souvent de la logique du faire, apprendre en faisant, learning by doing, etc. Et ça, c'est pas passé dans les mentalités. Donc, les gens qui ont dit, bah, tiens, viens animer un atelier, s'imaginent tout de suite et s'investissent de ça comme s'il fallait qu'ils fassent un cours magistral et que ce soit à la hauteur d'une conférence universitaire, quoi. Donc, j'ai noté… Excusez-moi, il y a quelqu'un qui voulait parler. J'ai noté pour un futur webinaire, peut-être des sujets, comment éviter la dispersion ou aller vers plus de mutualisation et comment mieux mobiliser. C'est ces deux sujets-là, d'accord. Exact. Il y avait une personne, je crois, qui voulait parler, non? À moins que j'ai mal entendu. Oui, moi je veux bien. C'était juste en fait pour un autre temps d'échange. Alors du coup, à l'inverse, si il y a de très mauvaises expériences, je sais que ça peut paraître étrange, mais les trucs à ne pas faire ou les choses qui n'ont vraiment pas fonctionné, en fait. Par exemple, des exemples d'aménagement de locaux qui n'ont pas fonctionné du tout. Ou, en fait, un retour après analyse des choses qui n'ont pas fonctionné, ça peut aussi parfois être intéressant. D'accord. Les mauvaises pratiques. Oui, c'est ça. Ok. Très bien, j'ai noté. Alors, je m'étais dit aussi peut-être que sur un deuxième webinaire, ça serait bien de faire témoigner un tiers-lieu, à moins qu'on échange davantage entre nous. Bon, qu'est-ce que vous en pensez? D'avoir un tiers-lieu qui témoigne? Oui, très bonne idée. Oui, d'accord. Donc, présence d'un tiers-lieu. Ça rejoint un petit peu le commentaire de Marilyn qui disait envisager des portes ouvertes pour faire connaître les tiers-lieux. Donc, voilà, dans le chat, Valérie, plusieurs personnes sont complètement d'accord pour faire intervenir un tiers-lieu sur le prochain webinaire. Oui, d'accord. Okay, donc, ça sera un ou je verrai peut-être un ou deux. Okay, bon, en tout cas, vous recevrez un petit questionnaire. Donc, n'hésitez pas à inscrire vos idées pour un futur webinaire. Bon, là, c'est bien parce qu'on peut échanger en direct et je peux vous faire préciser votre demande. Mais bon, vous pourrez aussi le faire par écrit. Si on n'a pas d'autres questions, je pense que je vais juste… Là, les deux dernières diapos sont les sources que j'ai utilisées pour réaliser ce webinaire, une partie des sources. Donc, peut-être que ça peut être intéressant pour vous d'aller sur ces sources. Voilà, donc si vous n'avez pas d'autres questions,
Je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire et vous recevrez donc le support. De toute façon, tout sera en ligne sur notre site web et prochainement, mais je ne sais pas vous dire quand, un deuxième webinaire. Voilà. Merci à tous et bonne journée. Merci à vous. Merci. Au revoir.